Après la présentation des enluminures, je présente des choses en noir et blanc. Le principe est exactement le même. Je trouve une photo qui me plaît, qui me rappelle quelque chose. Voilà, je l'imprime, je travaille le format pour arriver à une mise en page correcte compte tenu du texte que je compte mettre en dessous. Ensuite, je détermine des zones avec le pinceau et de l'encre et très peu d'eau une fois de plus, des zones un peu plus foncées. Et après, c'est des milliers de petits points pour donner un effet gravure. C'est vraiment un piqueté comme ça pendant longtemps. Au moins, je sais pas, 3 heures de piquetage pour arriver à ça. Il faut être patient. Je fais ça avec des feutres très très fins. Alors, je veux pas faire de pub, mais j'en ai essayé plusieurs. Pour ceux que ça intéresse, je signale quand même qu'à mon avis, après en avoir testé pas mal, les meilleurs sont de la marque Staedtler, les Pigment Liner. Ça existe en hyper fin 0,05, puis 0,1 et 0,2. Voilà, avec ce matériel-là, j'arrive toujours sur mon format A4 et avec le même parchemin végétal à des choses comme ça. En dessous, j'ai écrit avec une calligraphie scolaire Jules Ferry. J'ai écrit le récit du commentaire du journaliste qui assiste en direct à l'événement, qui est assez poignant. Ce journaliste s'appelle Herbert Morrison. Voilà, et cet événement a eu lieu, c'est l'incendie du Zeppelin Hindenburg à Lakehurst, dans le New Jersey, le 6 mai 1937. Si j'ai choisi cette image en premier, quand j'ai commencé à expérimenter cette technique de petits points, c'est aussi, je dois bien le dire, parce que ça me rappelait la couverture du premier album de Led Zeppelin, qui a été important pour moi quand j'avais 10 ans. Ici, le point de départ, c'est une belle photo d'une forêt de bouleaux en Scandinavie. Et ça m'a tenté, trop belle photo. Donc reproduction sur mon parchemin végétal et j'ai écrit le poème La mort et le bûcheron de Jean de La Fontaine. Donc, comme je joue de la vielle à roue, cette gravure de Jacques Bellange, bien connu des vielleux, m'a assez parlé. C'est un mendiant aveugle qui joue de la vielle à roue, d'un type trilobé d'ailleurs, comme la mienne. Et puis j'ai recopié un texte qui m'a bien fait rigoler quand même. C'est un extrait de la lettre de Monsieur l'abbé Carbassus, c'est le pseudonyme du luthiste François Campion. Lettre à Voltaire à propos de la vielle à roue. Alors là, ce qui est amusant, c'est qu'il se lâche complètement. Évidemment, lui, c'est un luthiste, il fait dans la belle musique. Et la vielle à roue, j'étais peut-être le seul qui ne goûta point cette harmonie. Il assiste à un concert chez une marquise ou une baronne, je sais pas. Un de mes amis dont j'étois voisin me demanda ce que j'en pensois. Cet assemblage bizarre, lui répondis-je, et l'estime qu'on en fait est une preuve sensible de la décadence du goût. Bah. La musette et la vielle n'ont pour principal objet qu'un dessus. Tout le bruit qui les accompagne est un charivari continuel auquel on peut ajouter le croissement des grenouilles pour accompagnement et pour contrebasse le murmure ou ronflement que fait la rouée d'un coustelier ou d'un tisserand, même si l'on veut celui de l'équipage d'un mulet avec le tambour de basque. Voilà, voilà, ça c'est fait. Il n'est pas content, papy, hein? On peut très bien partir d'une photo couleur, il suffit de l'imprimer en noir et blanc ou on peut travailler aussi directement sur celle-ci. Cette photo est la couverture d'une boîte de maquettes Airfix. J'en ai monté pas mal étant gosse, donc je pense qu'il y a une part de nostalgie là-dedans. Ça représente un dogfight, un combat de chiens. C'est comme ça que les pilotes anglais nommaient
leur combat dans les airs contre les avions allemands pendant la bataille d'Angleterre. C'est un Spitfire ici qui vient de descendre à Messerschmitt 109. Voilà, ça m'a rappelé plein de choses, donc je l'ai fait. Et le récit que j'ai écrit en dessous, c'est le récit que font les pilotes de leur dogfight. Quand ils rentrent à la base, il y a un debriefing obligatoire. Donc on a des centaines de récits de pilotes qui ont raconté leur histoire à l'issue du combat. Ici est une photo de Manchester dans les années 1860-70. Ce sont les usines de coton de Manchester. C'est gai comme environnement, hein. Donc je l'ai faite parce que d'abord c'est une photo qui me plaît, bien sûr, ça c'est le premier critère. Mais aussi parce que c'est de là que vient ma famille côté paternel irlandaise de Manchester et précisément de ce quartier qui s'appelle Hulme, H-E-L-M-E. Je crois qu'à la place de ces emplacements maintenant, quand tous étaient démolis, bien sûr, il y a le grand stade de foot de Manchester City. Comme texte, j'ai choisi la description que fait le rapport de Friedrich Engels, compagnon de route de Karl Marx, qui s'appelle « La situation de la classe laborieuse en Angleterre en 1845 ». Je peux vous assurer que la description qu'il en fait donne pas envie d'y vivre. Une eau forte colorée, dont l'auteur est anonyme, qui est parue en 1789, donc tout de suite après le début de la Révolution française. Et bon, visiblement, c'est l'ancêtre de Charlie Hebdo, hein. C'est d'une cruauté impeccable. Ça m'a fait marrer, donc j'ai copié. C'est, vous voyez, un sans-culotte qui enfile 1 ou 2 litres d'eau dans le fondement d'un ecclésiastique. Cet ecclésiastique s'accroche à un noble en lui disant « Je t'avais bien dit, mon ami, qu'il nous ferait tout rendre ». C'est pas triste, hein? Comme texte, pour accompagner cette jolie gravure, j'ai mis le décret du 4 août de l'Assemblée nationale, du 4 août 89, au tout début, et où on peut voir qu'il frappe tout de suite très fort, hein. Les dîmes de toute nature et les redevances qui en tiennent lieu sous quelque dénomination qu'elles soient connues et perçues sont abolies. Toutes les justices seigneuriales sont supprimées sans aucune indemnité. Pan, pan. Ces photos représentent une tranchée. Ces photos ont été prises après la bataille de Verdun. Vous voyez, c'est assez gai. Donc pendant la guerre de 14-18, un autre centre d'intérêt pour moi. Là, j'ai mélangé 2 photos. Celle-ci pour le bas de ma représentation et au-dessus, mais je ne l'ai pas retrouvée. J'avais une photo du No Man's Land avec les arbres déchiquetés. Comme vous voyez, d'après ce casque-là, il s'agit d'une tranchée allemande. Donc j'ai trouvé que c'était un choix intéressant pour montrer que de l'autre côté, c'était pareil, quoi. Il n'y a pas d'idée de nationalisme dans une boucherie pareille, même si c'est la cause, ça n'a plus tellement d'importance. Un crâne humain ressemble à un crâne humain. Pour l'illustrer, j'ai mis le récit d'un poilu absolument affreux. Je vous en lis pas d'extrait, ça tord les boyaux. Encore la guerre de 14, triste image. Visiblement, un soldat est tombé là et les copains ont voulu marquer l'emplacement où ça s'était passé. Je me demande même si on n'aperçoit pas quelques os là. Je ne sais pas si c'est du matériel militaire ou des ossements. Enfin, c'est une tombe et comme croix, ils ont trouvé ça. Je pense que c'est une tombe anglaise. Un soldat anglais d'après le casque, il me semble. Anglais ou australien, je ne sais pas. Comme texte, j'ai mis la lettre très connue de Charles Guinan à sa femme, le 18 mars 1916. Donc ça se passe à Verdun, et quoique ça se passe de commentaires, je vais quand même vous en lire un extrait. C'est une lettre qui fait pleurer, hein, méfiez-vous.
Ma chérie, je t'écris pour te dire que je ne reviendrai pas de la guerre. Plus loin, au début nous étions 20 000, après avoir passé les barbelés nous n'étions plus que 15 000 environ. Plus tard j'appris que parmi les 20 000 soldats qui étaient partis à l'assaut, seuls 5 000 avaient pu survivre grâce à un repli demandé par les généraux. Super. 15 000 morts en quelques heures. Alors on m'a fait remarquer, à juste titre, je crois que je dessinais beaucoup de catastrophes. Ouais. J'hésite entre un freudien et un lacanien, et je crois que le freudien est moins cher. Décidément, il n'y a que du tragique. Là, je voulais illustrer ce très beau poème de Victor Hugo, que j'aime beaucoup. Très connu, c'est le poème dédié à sa fille Léopoldine, qui est morte en mer. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne. C'est un grand standard. Mais c'est un très beau poème. Et j'ai trouvé cette gravure d'un canot qui est pris dans une tempête ou qui est en train de faire naufrage. C'est une gravure anglaise, qu'importe. Et j'ai trouvé que ça illustrait bien le poème, donc voilà. Avec mon système habituel de faire des zones d'ombre avec le pinceau et l'encre, d'abord légèrement, et ensuite des milliers de tout petits points, comme j'ai déjà expliqué. En écoutant de la musique, ça se fait. On continue la série catastrophe avec le naufrage du Titanic. Vous ne pouvez pas rater ça. J'aime bien ce dessin. C'est un dessin d'un artiste allemand, Willis Tower, qui est passé dans un quotidien, je crois. Donc, naufrage du Titanic le 15 avril 1912, que j'ai reproduit ici, le dessin. Et comme texte, j'ai mis les messages envoyés par le radio du Titanic au bateau le plus proche, quoi, à tout le monde. Titanic to any ship, CQD, CQD, SOS. Require immediate assistance. Come at once. We struck an iceberg. Sinking. C'est clair. Voilà, il réussit à contacter un navire qui s'appelle le Carpathia, visiblement, et il continue à lui envoyer des messages. Mais, comme on sait, le Carpathia arrivera trop tard. Il arrivera pour récupérer les gens dans les barques encore vivants. Pour cette gravure anglaise, très romantique, parue en 1890, qui est censée représenter la mort de Richard Cœur de Lion, qui est un héros national pour eux, à Chalut, dans le Limousin. Alors on voit qu'il n'y est jamais allé à Chalut, puisque je connais un petit peu l'endroit, et c'est pas du tout des montagnes acérées comme ça. C'est plutôt un paysage de monts, une campagne gentiment vallonnée, mais pas du tout. Là, on est dans les Alpes ou les Pyrénées. Le château lui-même est assez fantasmé quand même. Mais c'est une belle gravure, elle a de la gueule. Et j'ai mis comme texte une complainte en occitan médiéval, une complainte qui vante la bonté, la générosité, le courage de Richard Cœur de Lion, dont on sait par l'étude de l'histoire maintenant que c'était quand même surtout une sacrée brute. Cette gravure représente une pétroleuse. C'est comme ça que les Versaillais, après leur victoire, appelaient les femmes de la commune qui avaient été surprises en train de se battre ou de porter assistance à ceux qui étaient sur les barricades ou je ne sais quoi. Donc on les accusait d'avoir mis le feu à l'hôtel de ville notamment et à pas mal de bâtiments importants dans Paris. Il y a eu un procès après les événements de 1871 de la commune où même les accusateurs ont dû admettre que ça reposait sur rien. C'était pas du tout elle, mais les boulets qui étaient balancés par les Versaillais qui avaient mis le feu. Enfin, ils ont quand même représenté cette femme du peuple. On voit comme elle est attifée n'importe comment. C'est une mégère, agressive, etc. Et donc, j'ai trouvé l'image intéressante. Le parti pris intéressant, en tout cas. Et j'ai recopié ici. Bon, j'ai quand même coloré cette fois le drapeau et les flammes du flambeau qu'elle tient. Je ne pouvais pas me passer de ce rouge quand même. C'était important dans l'image. Et comme texte, j'ai mis en dessous une proclamation aux citoyennes qui a été affichée sur les murs de Paris
par les femmes de la commune, parce qu'on a prétendu qu'elles demandaient la paix à tout prix. C'est une intox des Versaillais qui faisait paraître dans leurs journaux que les femmes demandaient la paix. Et le texte dit « La générosité de lâches assassins, une conciliation entre la liberté et le despotisme, entre le peuple et ses bourreaux. » Enfin, bref, elles ne sont pas du tout d'accord pour faire la paix. Et elles le font savoir. Et le fait est, c'était de l'intox. Une gravure que j'ai trouvée marrante, c'est une gravure allemande de 1746 qui représente un cachalot et qui illustre un événement réel qui est que un cachalot a coulé un baleinier. Ça devait être un assez petit bateau quand même, mais c'est assez extraordinaire. Ce baleinier s'appelait l'Essex. On trouve tous les détails si ça vous intéresse. L'Essex a été coulé par un cachalot qui s'est repris à 3 fois en fonçant droit sur lui, sur la coque, et qui a fini par la percer. Et le bateau a coulé. Le capitaine a réussi à se sauver avec quelques marins et il a ensuite raconté l'incident, l'accident. Donc c'est le texte que j'ai mis en dessous, qui est en anglais. Je crois que c'était un baleinier américain. Et c'est quand même un événement rarissime et assez notable. Et puis la gravure de la baleine était trop rigolote. Du cachalot, pardon.